Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cinématographe. On s'excuse pour ce changement de salle inopinée, mais il se trouve que le prochain film a lieu aussi à Paderewski à 21h, donc on avait un petit peu peur d'être court, notamment parce qu'on aura une discussion à l'issue du film que vous allez voir. Donc merci d'être aussi nombreux. On est très très heureux de recevoir ce soir Daniel Yegui pour ce film. Daniel Yegui que nous avions eu la chance de recevoir déjà il y a 2 ans, juste avant le Covid, si vous vous souvenez. Oui, c'était vrai, 27 février, pour un autre documentaire parmi les nombreux que Daniel nous a offert dans sa filmographie, un documentaire qui s'appelle toujours Thiel le Rouge, qui était consacré à un personnage haut en couleur, qui était un Neuchâtelois espion et homme d'affaires. Non, qui était pas espion. Ouais, espion, il était, disons, il avait un rôle un peu trouble, il avait quelqu'un qui défend un petit peu sa mémoire. Disons que voilà, on avait beaucoup évoqué l'affaire crypto, on avait beaucoup voilà, il était en tout cas adepte de la doctrine communiste, enfin une certaine idéologie en tout cas. Donc c'était vraiment un documentaire tout à fait fascinant que nous avait offert Daniel il y a 2 ans. Et donc voilà, ce soir on n'est pas sur un documentaire mais sur un long métrage qui a été tourné en 1977. Là on n'est pas ni à Neuchâtel, ni à Prague, ni même à Moscou, on est à Paris. Donc voilà, avant de lancer le film, je voulais passer la parole à Daniel pour qu'elle nous dise quelques mots sur le film. Oui, et c'est un film qui a une période complètement différente d'aujourd'hui, mais qui a des liens aussi avec aujourd'hui, parce que c'est l'histoire d'une fille qui débarque de Prague et qui voit parce que c'est encore une démocratie populaire, donc sous l'emprise de l'Union soviétique. Et quand elle vient en France, elle a peur de tas de choses, de voitures noires. Enfin, vous verrez, elle est très coincée et en même temps, elle a une certaine liberté de mœurs qui parfois peut choquer ses amis français. Enfin, j'ai essayé de faire un portrait un peu de l'époque et puis, comme j'étais déjà féministe, j'ai bien sûr, vous verrez, introduit des choses qui vont dans ce sens-là. Et avant de lancer le film, j'aimerais vraiment remercier la Cinémathèque qui a restauré ce film, notamment l'équipe Léa Ritter, Nicolas Ricordel et Julie Le Gonidec, et puis tous les gens qui ont aussi œuvré pour que ça se fasse. Et on discutera ensemble tout à l'heure. Anita Hugui qui a lancé la série Pionnière et qui a fait en sorte que ce film puisse être restauré. Mais on en parlera plus longtemps tout à l'heure. Voilà, bonne projection. À tout à l'heure, merci. Rebonsoir. Daniel, je l'appelle aussi Anita Hugui qui va nous rejoindre. Anita, donc, qui est elle-même productrice, réalisatrice, journaliste et qui a aussi été directrice des Journées de Soleure pendant 2 ans. C'est notamment elle qui a contribué à faire valoir ces films de cinéastes femmes. On va en parler tout à l'heure. On va peut-être commencer par toi, Daniel. Je voulais connaître un peu quand même la genèse de ce film. Pourquoi ce film ? Je passe la parole. J'ai eu l'occasion, comme ma mère était d'origine hongroise, d'aller voir des cousins en Hongrie, et c'était la période où la Hongrie faisait partie du bloc de l'Est et où il y avait des dissidents qui luttaient comme ils pouvaient contre toutes les interdictions qui avaient lieu là-bas. Donc je connaissais bien ça puisque j'avais des amis là-bas, mais j'ai quand même choisi de situer l'histoire du film en ex-Tchécoslovaquie parce que c'était plus comme il y avait eu on avait plus parlé de la Tchécoslovaquie et c'était donc plus évident pour mon personnage d'être tchèque. Donc le film est parti de mon expérience et c'est pour ça que j'ai eu et j'avais très envie
de poser un regard étranger sur ce qui pouvait se passer à Paris dans les années 70 avec les habitudes de vie des Français qui vivaient dans un milieu confortable, qui n'avaient aucune idée de ce qui pouvait se passer de difficile à l'Est. Ça peut résonner, je pense, aussi avec aujourd'hui. Voilà. Oui, beaucoup de résonance avec l'actualité. Je voulais aussi te demander quelles ont été à l'époque les difficultés pour toi en tant que femme cinéaste pour trouver les moyens de tourner ce film, et puis comment est-ce que tu as fait le casting du film qui est assez épatant? Pour tourner le film, pour trouver j'avais eu l'avance sur recette. Bon, comme il y avait eu le mouvement féministe, c'était un petit peu plus facile d'obtenir l'avance sur recette. L'avance sur recette, c'est ce qui correspond en Suisse à l'aide de l'OFC pour le cinéma, enfin qui n'existait pas encore en Suisse à l'époque, mais donc il y avait ces aides en France pour pouvoir tourner des films. Alors j'ai obtenu cette aide, mais après il fallait trouver un producteur, une productrice. Très très difficile parce que c'était pas un film qui avait un aspect très commercial. Et c'est grâce à une amie féministe, Claudia von Alemann, une amie allemande qui avait passé d'ailleurs 68, les années 68 à Paris, et que je vais retrouver cet été pour un débat féministe à Berlin. Il y a quand même une continuité dans ces amitiés, qui m'a présenté au producteur Pierre et François Barra. Donc c'est comme ça que le film a pu être produit. Malheureusement, ils ont eu des problèmes d'argent, ils ont fait faillite, et ce qui a fait que le film est resté a pu sortir en salle juste après quand il a été fini, mais après a été bloqué de longues années au laboratoire Éclair, et n'est sorti que grâce à la Cinémathèque. C'est l'été dernier, il a pu sortir de là où il était enfermé dans le laboratoire Éclair. Et ce qui est assez épatant, c'est de voir quand même toute cette succession d'acteurs qui sont devenus des acteurs incontournables du cinéma, notamment français, dans les années 70-80. Il y a Daniel Mesguich qu'on a reconnu, qui est aussi un immense acteur de théâtre. Il y avait Daniel Langlais, pour l'anecdote, qui avait été révélé dans L'aile ou la cuisse, juste avant, qui joue l'affreux misogyne. Et puis il y a aussi Thérèse Lyotard, qui a aussi joué avec les plus grands cinéastes des années 80. Et puis, assez atypique quand même, le choix de l'actrice principale. Oui, Miral Batadam, qui est une Israélienne. Alors, je l'ai découverte grâce à Daniel Langlais, qui suivait les cours d'un homme de théâtre, Voutsinas, qui était un disciple de Lee Strasberg, de l'Actors Studio, qui était venu donner des cours à tous les acteurs de Paris qui le voulaient, qui se retrouvaient dans son cours, et ils étaient très très contents d'être poussés par quelqu'un qui avait la méthode de l'Actors Studio. Donc c'est comme ça que j'ai connu Miral Batadam, qui faisait partie de ce cours, et j'ai préféré prendre une actrice que je trouvais excellente à d'autres actrices qui avaient peut-être le bon accent, parce qu'elle n'a pas l'accent tchèque, elle a l'accent israélien. Et donc j'ai fait ce choix parce qu'il me semblait plus important narrativement que l'actrice soit bonne, plutôt qu'elle ait l'accent exact. Et elle après a continué à jouer dans des films, et elle a aussi réalisé en Israël bon nombre de films. J'en ai vu certains très intéressants. Et puis donc vous, Anita, donc je replace un peu dans le contexte, quand vous avez été nommée directrice en 2019 à Soleure, pour vous ça a tout de suite été une évidence de mettre en valeur ces femmes cinéastes suisses. Racontez-nous un peu cette aventure. Oui, merci beaucoup. Je vous parle volontiers de cette aventure. On sait tous qu'en Suisse, on a beaucoup de trésors cachés, mais qui aurait pensé que ce sont des films, en fait, surtout de cinéastes femmes, qui ont peut-être pas disparu, mais qui n'étaient pas mis en lumière depuis très longtemps, qui étaient peut-être enfermés, comme ce magnifique film-là que j'ai redécouvert sur grand écran le 8 mars. C'est une belle date ici.
Et donc, oui, c'était important de parler de notre histoire, qui est notre histoire de cinéma, qui reflète, qui est un miroir, bien sûr, le cinéma, et qui nous amène aussi à réfléchir, mais surtout aussi de parler de ces femmes qui ont marqué cet art, ce 7e art en Suisse, et qui étaient souvent oubliées ou qui avaient disparu, et surtout leurs films n'étaient plus accessibles. Donc, pour la plupart des films de ces femmes qu'on a montrés sur 3 ans, dans 3 programmes dédiés depuis 2019, on a commencé à préparer en 2020 le premier volet. Et donc, les 3 années consécutives, on a mis en lumière ces cinéastes femmes suisses à travers le programme Histoire des Journées de Soleure en collaboration avec Cinémathèque. C'est pour ça d'ailleurs que ton film a été présenté à Soleure cette année. Quel a été l'accueil des publics qui ont redécouvert ton film en particulier, et plus globalement les films des femmes cinéastes suisses? L'accueil a été très bon. Voilà. L'accueil a été très bon. J'étais très surprise et très contente. L'accueil, ça s'est très bien passé à Soleure. J'ai pas vu tout le programme, mais je crois que cette section pionnière, il fallait la faire et qu'elle a trouvé toute sa place. Et peut-être je peux expliquer, c'est pas seulement bien sûr de rappeler ces femmes cinéastes qui ont marqué notre histoire, mais aussi de rappeler toute la diversité du cinéma suisse. Et je sais pas comment c'était pour vous ce soir, cette expérience, mais pour moi c'est magnifique, et surtout de le voir sur grand écran, dans cette qualité, dans cette restauration magnifique. Je pense vraiment, il nous manque toute une partie de nous si on n'a pas ces films-là aussi disponibles. Et puis peut-être Anita, juste rajouter, un peu en prolongement un peu de cette campagne de valorisation de ces films, ce que tu as aussi mis en place au niveau de la mémoire orale du cinéma suisse. L'expérience notamment, ce que vous avez mené au Musée national de Zurich. Oui, on a la présence aussi de Christine Tourne qui est à la documentation de la Cinémathèque ici à Ponta et à Lausanne, disons. Et avec vous, on a pu faire aussi tout ce travail sur la mémoire écrite et surtout aussi la réactiver, parce que figurez-vous, par exemple, une femme comme Marlies Graf Detwiller, qui est décédée il y a 1 an et demi, ça fait 3 lignes, alors que 30 ans auparavant, elle était partout dans tous les journaux, partout, mais il n'y avait plus de traces du tout, ni sur Internet, ni même presque pas ailleurs. Donc oui, on a fait plusieurs initiatives, plusieurs projets autour de ça. Une, c'était les workshops Wikipédia. C'était pas seulement, c'était aussi apprendre à rédiger ces fiches-là, parce que bien sûr, l'Internet, c'est notre mémoire vivante actuelle. Mais aussi, on a fait une série qui s'appelle Her Story Box, qui est une série d'interviews filmées avec les cinéastes qui ont marqué ces dernières 50 ans de cinéma suisse, et qui souvent, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de mémoire, et surtout pas de mémoire réfléchie par elle-même. Et ce film-là, ce soir, si j'ai bien compté, il a 45 ans. C'est quand même fou de se dire... on peut en parler avec Daniel de comment c'était, et quel est son regard aujourd'hui, qu'est-ce que c'était dans le temps. J'ai trouvé aussi dans Le Monde une critique de ton film en 79, dans Le Monde, le journal français. Et c'est dingue tout ce qui nous manque en fait. Donc merci beaucoup que vous continuez la lutte. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je ne sais pas que rajouter, que je suis très très contente que ce travail soit fait par quelqu'un comme Anita, et avec toutes les collaborations qu'elle trouve par son enthousiasme. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, il faut juste attendre que le micro arrive près de vous. Sentez-vous libre. Ah, voilà, madame, au centre. Merci. Merci Daniel pour ton film. Nous sommes des vieilles amies d'enfance et je suis très touchée de ce que j'ai vu. Il se trouve que moi-même j'ai habité Prague pendant quelques mois, à l'époque 68 et 69, et il y a bien des choses qui ont vibré, sauf qu'à l'époque, il me semble qu'à Genève on était déjà assez au courant
Là, on a l'impression qu'à Paris, on ne sait pas trop ce qui se passe à Prague. À Genève, en 68-69, on était relativement bien au courant. Et nous-mêmes, on a traversé la frontière pour aller vivre quelques mois à Prague, après avoir d'ailleurs reçu des réfugiés. Donc, ton film est vraiment d'actualité, même si c'est 45 ans en arrière, on retrouve des impressions, des émotions que je revis maintenant grâce à la télévision. Alors le grand changement, c'est que à l'époque, la communication était très mauvaise, il n'y avait pas d'internet, il y avait le téléphone, ouais, les fameux téléphones noirs à fil, et les cadrans ronds. Ça fonctionnait, mais c'est vrai qu'à Prague, à l'époque, je dirais qu'il y avait un peu deux systèmes. Il y avait le système qui fonctionnait bien pour ceux qui faisaient partie du régime. On avait de la viande à table, de la purée de pommes de terre. Et puis pour ceux qui n'étaient pas dans le fil du régime, et on en faisait partie. Nous, on était un petit peu des deux côtés parce qu'on était à l'Académie des sciences, mais ceux qui n'étaient pas dans le système faisaient la queue. Je l'ai faite aussi pour avoir des pommes de terre. Le jambon de Prague qu'on voyait sur tous les menus n'existait plus. Enfin bref, il y avait deux systèmes. Et puis il fallait jouer un petit peu avec ça pour vivre là-bas. Mais par contre, la communication était beaucoup moins fluide que maintenant. Donc maintenant, on sait tout de suite dans l'heure qui suit, et ça change tout. Même si les émotions qu'on voit ces jours nous prennent les tripes, ce qui change vraiment, c'est qu'on est informé beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire que tout est vrai, ça veut juste dire qu'on peut se faire une idée de ce qu'on voit ou de ce qu'on nous cache avec plus de réalisme. Merci pour nous révéler ce qui s'est passé il y a 45 ans et nous faire revivre. Merci. Daniel ? Oui. Une réaction ? Oui, ça ne m'étonne pas qu'en Suisse, il y ait eu une plus grande attention aux réfugiés, parce qu'il y a quand même toute une tradition suisse d'accueil, plus ou moins bonne d'ailleurs, parce qu'on peut... Ça, c'est une autre question, on peut parler de l'accueil ou le non-accueil des Juifs pendant la guerre, mais c'est vrai qu'il y a toute une tradition quand même de la Croix-Rouge et tout qui fait que les choses sont passées moins inaperçues. Puis en France, il y a quand même l'idée, je veux dire, les Français sont tellement fiers d'eux qu'ils s'intéressent peut-être moins aux autres pays que la Suisse. Voilà. Une autre question, monsieur ? Bonsoir. J'aurais tout d'abord... Attendez, je vais enlever le masque maintenant. D'abord, j'aurais une remarque préliminaire, c'est que j'aime pas l'expression. Maintenant, on entend avec tous les études de genre, un female gaze, un film de femme. Et moi, je trouve que c'est un film de femme parce que, pour une fois, le couple qui est au lit, c'est l'homme qui est dénudé et pas la femme. Et je voulais vous en remercier. C'est fait exprès, donc oui. Vous l'avez remarqué, ça me fait plaisir. Et puis, la question que je voulais vous poser, parce que au début du film, quand il y a un rédacteur en chef ou un chef d'édition qui vient choisir des photos, j'ai pensé tout de suite à ces photos, j'ai pensé tout de suite aux ouvrières des Petites Marguerites de Vera Chytilova que vous citez après, enfin, qui est cité dans les dialogues à un moment. Il dit il y a les Petites Marguerites qui est passé, j'aurais bien aimé le revoir. Pourquoi vous avez fait référence à ce grand film, ce docu-fiction de Vera Chytilova qui date des années 60 ? Alors, je répondrai à votre question en deux parties. D'abord, les photos qui sont barrées, c'est des photos des ouvrières de Cerizay
et j'ai tourné avec des amis un film, une vidéo plutôt, sur les ouvrières de Cerizay qui faisaient grève sur le modèle des LIP, c'est-à-dire une grève d'autogestion. Donc, c'est pas un rapport direct avec les Petites Marguerites. Mais à part ça, pour moi, les Petites Marguerites, c'est un film de référence, c'est un des plus beaux films de cette période et qui est réalisé par une femme et qui ne parle pas que de la question féminine, quoi, qui s'ouvre sur beaucoup de choses et qui a une forme, une inventivité extraordinaire. Une autre question, peut-être? Oui, madame, mademoiselle. Merci. Vous pouvez raconter un peu plus sur votre collaboration avec Nourit Afif? Elle a fait un très beau travail. On était ensemble à l'IDEC. Donc je l'ai connue là et puis on est devenus amis et donc tout naturellement je lui ai demandé de faire la photo de ce film. Je ne dirais pas que le tournage les relations pendant le tournage se sont passées formidablement bien, mais ça fait rien. Elle a fait un très très beau travail et je continue d'admirer son travail. Je viens de voir son dernier film sur le langage. Ça s'appelle je sais, peut-être vous saurez peut-être le titre, Les mots oubliés ou Les mots qui manquent. Enfin, c'est très très beau. Enfin, c'est une grande cinéaste, mais pas toujours commode. Si vous vouliez savoir sur le travail. Monsieur? J'ai découvert beaucoup d'humour dans ton film. Merci. Je voulais savoir, est-ce que les combats des uns ne sont pas compris par les autres? Au fait, elle vient avec son grand sac, elle mène le combat de son frère peut-être, ou d'un peuple, et puis au fait, il y a la question des femmes qui essaient de s'affirmer, autre que le regard des hommes, et au final, j'ai l'impression que personne ne se comprend, quoi. Il n'y a pas de... Les combats, ils sont presque isolés et personne ne peut comprendre la bataille de l'autre dans ton film. Je ne suis pas complètement d'accord. Bien sûr j'ai voulu jouer dès le départ sur deux regards différents, sur l'incompréhension, issus de deux expériences différentes. Et les amis de Milana n'ont pas le même regard, ils n'ont pas le même imaginaire, mais ils essayent de comprendre, ils sont ouverts, ils l'accueillent et ils se comprennent. Et quand il y a le personnage de Serge qui est très désagréable, Milena reçoit la compréhension de son amie Sophie. Donc moi je dirais pas qu'il y a de l'incompréhension totale. Je dirais qu'il y a des expériences différentes et que ça prend du temps de se connaître, de voir ce qui se passe. Non, c'est pas un film sur incommunicabilité. C'est plus un film sur la différence et sur la lente connaissance qu'on peut avoir les uns des autres. Monsieur? Bonsoir Daniel. Bonsoir Heinz. Heinz, mon producteur actuel. Ce que je trouve intéressant avec un film comme le tien, c'est quand vous parliez de la distance des 45 ans, c'est ces distances. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le film, c'est cette caméra qui est posée. C'est-à-dire, il y a un cadre qui peut dire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on regarde le chat, et en fait, il y a toute une action qui se passe en off. Mais ce que je veux dire avec la distance, c'est qu'il y a ces 45 ans, il y a ces 1000 kilomètres qui, par rapport à l'incompréhension ou le passé, de ne pas se connaître ou de ne pas se comprendre, ce que je trouve vertigineux, c'est qu'aujourd'hui, on prend EasyJet, puis on est à Prague. En fait, c'est comment... je parle plus sur un plan méta de la vertu d'un film, comment en fait il permet aussi de regarder comment le monde bouge et comment on a bougé dans le monde. Et
Enfin, je ne sais pas si c'était prémonitoire de parler de ces 1000 kilomètres, on pourrait les faire à pied, puis aujourd'hui on les a. Et d'un côté, c'est très proche et ça reste loin. Enfin, j'avais juste envie d'exprimer ça parce que aujourd'hui, les films ont un temps court. Et puis, je me bats pour que les films puissent perdurer. On est nombreux pour ça. Et en fait, c'est comme si ce soir, cette vertu est encore davantage marquée, quoi. Merci. Et je crois savoir que tu as pas mal de projets encore en cours, si on ose en parler ou pas. Oui, des projets qui ne sont pas tous faciles à mener. J'ai un projet que je pourrais, entre guillemets, appeler féministe, c'est-à-dire c'est un regard de celle que je suis aujourd'hui sur celle que j'étais hier, avec des récits sur aussi toutes les erreurs que j'ai pu faire, par exemple à l'époque de la libération sexuelle à Paris, où tout me semblait ouvert, mais en fait après 68 où les mœurs se sont un peu ouvertes, je veux dire, la domination masculine a continué de plus belle. Donc je raconte un peu tout ce qui m'est arrivé de difficile à ce propos. Je raconte aussi des choses qu'on a pu faire avec mes copines féministes, dont le journal, comment il s'appelle déjà, Torchon brûle. Enfin bon, c'était assez joyeux. Mais bon, à Berne, ils ont dit oui, c'est peut-être pas assez. Enfin, il faut que je retravaille, parce qu'ils ont dit c'est peut-être pas assez moderne, c'est un peu trop tourné vers moi, c'est peut-être un peu trop. Il faudrait plus de moderne. Enfin, c'est ce que j'ai compris de leur note. Donc, à retravailler. C'est toujours difficile de faire des films, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait plus, c'est toujours une aventure, quoi. Et j'ai un autre projet, c'est un projet plus fictionnel sur ce qui se passe dans la tête d'une femme qui n'arrive pas à être enceinte. Alors tous les fantasmes qu'elle peut avoir, et donc comment ce qu'elle imagine, ses peurs, son désir d'avoir un enfant, mais ses peurs aussi. Donc ça c'est un court-métrage. Et j'ai un troisième projet, parce que c'est tout ça pendant le confinement, je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter. Et le troisième projet, c'est sur un de mes films que j'ai retrouvé dans une maison. Enfin, ça m'a été signalé qu'elle avait été enfermée, encore un film enfermé, dans une maison près de la ville du Mans, où je n'ai aucune accointance. Comment ce film a abouti là? Donc, je mène une enquête, ce qui me permet un peu de voir un peu la folie gauchiste et maoïste des années 70. Voilà, mes projets. Et Anita, vous avez d'autres projets? J'aimerais bien encore parler des premiers projets de Daniel, parce que pourquoi Daniel avec les autres cinéastes pionnières? Parce qu'en fait, il y a eu différentes raisons pourquoi on a choisi Patricia Moras pour la première, le premier volet, et Christine Pascal et Paul Muret, que vous pouvez revoir leur film ici à la Cinémathèque jusqu'à fin avril. Mais Daniel, en fait, j'ai commencé à Soleure et donc de présenter les films dans les programmes, mais aussi on a commencé à numériser les archives du festival. Et là, on a fait les premières 15 années, on a fait un choix un peu, peut-être pas apprécié par tout le monde, mais comme on n'avait pas les moyens, on a commencé à numériser toutes les fiches et les programmes des cinéastes femmes. Parce que c'était plus facile, parce qu'il y en avait un peu moins aussi. Mais ce qui ne serait pas du tout vrai aujourd'hui. Ce qui n'est pas vrai non plus. Non, mais en fait, on avait vu que Daniel, elle a marqué vraiment l'histoire du cinéma suisse dès ses débuts. Donc, Soleure, la vitrine du cinéma suisse, elle était vraiment omniprésente. Et donc ça m'a quand même énormément intriguée. Et donc, j'ai pris contact avec Daniel et on a commencé à parler quel film on pourrait montrer et quel film on ne peut pas montrer en ce moment. Et c'est grâce à la Cinémathèque et cette magnifique restauration. Donc, Daniel, elle marque vraiment tout un immense parcours du cinéma suisse, et ça m'impressionne énormément, et surtout aussi son élan. Merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin. On va
Oui, Bientôt j'aimerais bien conclure. vous parler d'un mot de fin parce qu'on a parlé de distance. Elle n'est pas venue de Prague, mais elle est venue de Zurich. C'est Carmen Stadler, une cinéaste suisse. Et elle est aussi membre du CA de ARFFDS, qui est l'association des cinéastes et des scénaristes suisses. Et ils ont fait un petit booklet où ils présentent des films de femmes cinéastes suisses. Et c'est présenté par le regard des femmes. Donc, si vous avez la chance d'en attraper un dans le foyer, ou sinon vous écrivez à ARF, la grande association des cinéastes. Et Christophe m'a dit qu'il a fait de belles découvertes déjà. Merci beaucoup, hein. C'est formidable. Donc juste pour conclure, je vous remercie beaucoup à toutes et tous d'être venus. Merci Anita, merci Daniel. Et puis peut-être, est-ce que tu veux faire un petit mot? Non, mais je remercie, je vous remercie tous de m'avoir accompagné merci à vous, hein. là, et au public d'être venus, aux amis d'être venus, voilà. Et puis donc, comme disait Anita, je vous invite évidemment à venir découvrir et redécouvrir des films de femmes cinéastes jusqu'au 29 avril. Et puis, je vous signale également qu'on organisera une grande rétrospective de la cinéaste et actrice japonaise Kinuyo Tanaka, qui est extraordinaire, que tu as vu. Je crois que tu as vu tous les films de qui sont Tanaka sortis en tout cas à Paris pendant la rétrospective. Donc je vous invite vivement à venir les voir. Ce sera au mois de mai et juin. Voilà. Excellente fin de soirée et à très bientôt.